Bonjour à tous. Alors, je sais qu'on n'est pas très nombreux, mais on va faire avec. Voilà, il y a beaucoup de cumul de réunions. Bon, c'est comme ça. On va quand même présenter, puisque vous avez fait l'effort de venir. Je vous en remercie. Et on va vous présenter un petit peu ce qu'on veut, le dossier qu'on a ce matin. Donc, déjà d'une me présenter, moi, Stéphane Joandel, donc agriculteur dans le département de la Loire, éleveur laitier et en charge au sein de la région et de la FNPL et du CNIEL des dossiers environnementaux. Et voilà, ferme laitière bas carbone, le bas carbone et le réchauffement climatique. Quelque chose qu'il faut qu'on cumule, qu'on a à l'esprit, puisque ça fait partie quand même de... On peut plus y déroger aujourd'hui, et voir comment l'élevage peut apporter sa contribution à ce niveau-là, avec, sans oublier, je le dis souvent, l'économie. Voilà. On ne peut pas oublier l'économie, on en a besoin, mais il y a quand même beaucoup de choses. Vous savez qu'on est dans une région, alors je ne vais pas spécifier cette région, mais on est quand même une région très herbagère, herbagère, excusez-moi, c'est la fête de hier, herbagère, et voilà, et il faut de l'élevage pour faire ça, mais on va cumuler tout. Je ne vais pas être beaucoup plus long, et je vais laisser la parole des dossiers techniques, et s'il y a des réponses, pas de souci. Merci. Donc, merci beaucoup Stéphane. Donc, je vais continuer cette présentation. Donc, déjà, je commence aussi par vous remercier d'être venu. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter la démarche ferme laitière bas carbone. Et je vais commencer par introduire cette présentation en vous parlant un peu d'un contexte sur le changement climatique. Et ensuite, je passerai la parole à Catherine. Si tu peux te présenter. Oui, donc Catherine Brocade, l'Institut de l'élevage, en charge du déploiement des démarches carbone auprès des éleveurs laitiers. Donc le changement climatique est une réalité, comme l'illustrent ces photos de catastrophes naturelles qui sont de plus en plus fréquentes. Et d'ailleurs, les Français y sont très réalistes, puisqu'il a été montré que 9 Français sur 10 pensent que le changement climatique est une réalité. Donc l'une des causes principales de ce changement climatique, ce sont les émissions de gaz à effet de serre. Et ici, ce diagramme représente la part des émissions de gaz à effet de serre par secteur d'activité. Et ce qu'on peut voir, c'est que l'agriculture arrive en deuxième position, ex aequo avec le résidentiel et le tertiaire, et juste après le transport. Et malgré les efforts qui ont été faits entre 1990 et 2010, avec près de 24% de baisse des émissions de gaz à effet de serre par l'élevage bovin-lait, il reste quand même près d'un tiers des émissions liées à l'agriculture qui sont reliées à l'élevage bovin-lait. Donc, en plus de ça, la filière a été attaquée, notamment par cet exemple de la pub d'Eurostar, montrant que les vaches qui regardent l'Eurostar émettront bientôt plus que le train. Et on y a aussi eu des attaques de la filière au niveau de la presse, avec un exemple d'article ici qui montrait que la réduction de la consommation des produits laitiers pouvait être bon pour le climat. Donc il reste une marge de progrès, et ces attaques font réagir la filière et nous engagent à réagir. D'autant plus que le changement climatique impacte aussi directement les fermes laitières, comme en témoignent ces articles dans la presse qui relatent des sécheresses que vous connaissez toutes et tous, et qui impactent à la fois les animaux et leur productivité, mais aussi les fourrages et leur disponibilité. D'ailleurs, le CNIEL est aussi engagé sur ces questions avec le programme Climalait qui visait à aider les élevages laitiers à s'adapter à ce changement climatique, justement. Donc, suite à tout ça, la filière a décidé de s'engager pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des élevages laitiers à travers la démarche ferme laitière bas carbone. Et ça a commencé dès 2013 avec le lancement d'un programme pilote appelé Carbone Dairy, qui était sur financement européen et qui était piloté par le CNIEL et l'IDEL. Ce programme concernait uniquement 6 régions et 3900 élevages, et il a permis de développer des références, des outils et une méthode, et qui a mis aussi en avant l'outil CAP2ER pour pouvoir mesurer les émissions de carbone dans les élevages laitiers. Et suite aux bons résultats de ce programme pilote, il a été lancé dès 2015 la démarche ferme laitière bas carbone, qui cette fois-ci s'applique à l'ensemble du territoire français. Donc les principes de la démarche sont les suivants. C'est d'abord et avant tout une démarche volontaire à la demande de l'éleveur et qui s'adapte à son système qu'il a choisi pour son exploitation, et qui implique tous les organismes de la filière à travers les organismes de conseil, les coopératives et les industriels.
Un des autres objectifs, c'est bien sûr d'améliorer la durabilité des systèmes de production, mais ça ne peut se faire au détriment des performances économiques et sociales, puisque l'idée, c'est de pérenniser les élevages laitiers. Et donc, l'idée, c'est de limiter l'impact environnemental des fermes tout en valorisant les bénéfices qu'apporte une ferme laitière en termes de stockage de carbone et de maintien de la biodiversité. Et puis finalement, c'est une démarche partagée au niveau national qui est gouvernée par la filière elle-même et qui conclut sur des communications harmonisées. Je laisse la parole maintenant à Catherine. Merci. Je te prends la zapette. Oui. Merci. Donc bonjour à tous. Donc je vais vous présenter les gaz à effet de serre, ensuite les leviers et puis un cas concret d'une démarche déployée dans un élevage. Alors déjà un petit rappel sur les gaz à effet de serre si vous ne les connaissez pas sur une exploitation laitière. Donc on a en premier le méthane, celui dont on entend le plus parler avec les pets de vache, il paraît, donc c'est des rots. Donc effectivement, on a du méthane produit par la vache et puis on a aussi du méthane produit par les effluents. Ensuite, le deuxième gaz, c'est le protoxyde d'azote, qui est produit au niveau des sols. Dès qu'on amène de l'azote, soit du minéral, de l'organique, on va avoir des émissions de protoxyde d'azote au niveau des sols. Et puis à nouveau, nos effluents, il y a de l'azote dedans, donc on va pouvoir avoir des émissions de protoxyde d'azote. Et enfin, le dioxyde de carbone. Alors, à la fois, comme tout le monde, on consomme de l'énergie, donc on émet directement du CO2. Et puis, on comptabilise aussi les intrants. En fait, tous les intrants qu'on achète, les engrais, les aliments, le carburant, l'électricité, pour les fabriquer, les transporter jusqu'à la ferme, ça se traduit par des émissions. Donc, on le comptabilise dans nos émissions à l'échelle de l'exploitation et de l'atelier. Et alors le drame, entre guillemets, pour la biologie et donc nos élevages laitiers, on transforme ces trois gaz en équivalent CO2 pour avoir une unité commune. Et donc, quand on émet 1 kg de méthane, en fait, ça représente, en termes de pouvoir de réchauffement, 25 kg de CO2. Et le protoxyde d'azote, c'est pratiquement 300 kg. Donc, en fait, quand on émet 1 kg de protoxyde d'azote, c'est un équivalent de 300 kg de CO2. Donc de fait, comme vous allez le voir, on émet beaucoup de CH4 et de N2O. C'est aussi lié, en fait, l'empreinte carbone est beaucoup impactée par ce PRG parce que c'est des gaz qui ont un pouvoir de réchauffement beaucoup plus important que le CO2. Alors sur une exploitation laitière, alors sur l'atelier laitier en particulier, vous voyez en haut, alors j'ai pas la zapette, donc vous voyez en haut le petit graphique, justement le poids. Là, donc on est en équivalent CO2. Donc le poids des trois gaz à effet de serre, vous voyez le premier, c'est le méthane. En moyenne, on est à 55. Ça peut aller plus en fonction du type de bâtiment. Mais voilà, globalement, 55% des émissions liées à la production du lait, c'est du méthane. Ensuite, 25% le protoxyde d'azote et 20% pour les intrants. Donc je résume avec le CO2. Et donc, ce que je vous disais, le CH4, troupeau, bâtiment d'éjection, c'est là où ça va être émis. Ensuite, le protoxyde d'azote, à nouveau au niveau du stockage des bâtiments. Et puis au niveau des sols, avec le pâturage et puis fertilisation minérale et organique. Et donc l'azote qu'on apporte sur les sols. Et puis pour finir, mes intrants, donc ce que je vous disais, on a les achats d'aliments, d'animaux aussi, d'engrais et l'énergie, carburant, électricité, vont être comptabilisés. Par contre, spécificité de l'élevage, c'est qu'on stocke du carbone. Et donc, on peut compenser nos émissions. C'est pour ça qu'on calcule toujours le stockage carbone. Donc, on comptabilise le stockage carbone dans les sols liés aux prairies et aux haies. Et donc, dit autrement, là, si on présente les résultats poste par poste, donc le méthane entérique, mes animaux, donc mon rumen, donc c'est le nombre de rumens qui va beaucoup impacter ce résultat, représente 50% des émissions de l'empreinte carbone du lait. Ensuite, les effluents vont représenter pratiquement 20%. Et enfin, je vais passer fertilisation des cultures à 11%. Donc ça, c'est mon N2O au niveau des sols. Et puis le reste, c'est les intrants avec les achats d'aliments qui représentent 11% des émissions. Carburant, électricité, 5%. Les engrais, 3%. Et les achats d'animaux, 1%. Donc voilà, on voit tout de suite le poids de l'animal et de ma ration. Parce que j'ingère une ration. Donc, je produis du méthane entérique, j'ai des effluents et donc je produis du méthane et du N2O. Donc, tout ça, 70% de mon empreinte carbone, c'est mes animaux. Alors, maintenant, je vais vous présenter les résultats justement qu'on a en termes d'empreinte carbone du lait. Donc, juste avant de me lancer, c'est un échantillon de pratiquement 6000 fermes. On voit qu'il y a différents systèmes laitiers, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et donc, sur les années 2013 à 2019.
Alors, quand on calcule l'empreinte carbone du lait, on a les émissions, ce qu'on appelle brutes, donc c'est les émissions de gaz à effet de serre, auxquelles on va déduire le stockage carbone, ce qui nous donne une empreinte carbone nette, émission moins stockage. Donc en France, alors ça c'est une moyenne de la base de données, c'est pas obligatoirement l'empreinte carbone du lait français, on le calculerait autrement, mais voilà, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en termes d'émissions, 1 litre de lait, c'est 1 kg de CO2 émis, qui est compensé à hauteur de 0,14 kg de CO2 par litre de lait en termes de stockage carbone, ce qui nous donne une empreinte carbone moyenne de 0,85 kg de CO2 par litre de lait. Donc ça, c'est une moyenne. Si on regarde par type de système, donc là, vous avez les 3 indicateurs, les émissions, le stockage, l'empreinte carbone nette. Alors là, on est en plaine. Donc système herbagé, le premier, herbe maïs, le deuxième, et maïs, troisième. Donc vous voyez les émissions, globalement, on oscille entre 1 kg et 0,96. Globalement, c'est la même chose. Par contre, en termes de stockage carbone, on voit qu'effectivement, les systèmes maïs, il y a plus de prairies, plus de stockage, et souvent c'est associé à des haies. Donc on compense un peu plus les émissions. Et donc ce qui nous donne en termes d'empreinte carbone nette, effectivement, les systèmes herbagés, ici on est en moyenne à 0,7 kg, alors qu'on va monter à 0,8 à 0,9 pour les systèmes maïs. Donc c'est le stockage carbone qui fait la différence entre les 3 systèmes. Et la montagne, qui va plus peut-être vous intéresser ici. Donc vous voyez, en termes d'émissions, toujours pareil, 1 kg, je ne vais pas rentrer dans le papinailler sur le 1,04. Par contre, alors là, c'est système herbagé, système maïs. Système maïs, globalement, on a 10% de maïs dans la SFP. Il faut être à plus de 10% de maïs dans la SFP. Donc voilà, le système herbagé, il stocke un peu plus. Et vous voyez, à nouveau, on est à 0,6 en termes d'empreinte carbone nette et 0,9 pour le système maïs. Donc pas de grande différence sur les émissions entre les systèmes. La différence, c'est le stockage carbone. Alors, ce qu'on a regardé, pour le coup, avec ces données-là, on se pose la question, pour finir, ok, la moyenne, c'est 0,96 kg. Donc là, je vais vous présenter, alors avant que j'aille dans les résultats, je vous présente les résultats pour les systèmes herbe-maïs de plaine. Les résultats, les conclusions sont les mêmes, quel que soit le système. Voilà. Alors, là, ce qu'on voulait savoir, pour finir, les plus performants, quelles sont leurs pratiques et quelles sont les marges de progrès. Donc, pour le coup, ce qu'on fait, on a toujours notre population totale, la moyenne. On regarde ceux qui ont les émissions les plus faibles. Et puis on prend à l'opposé ceux qui ont les émissions les plus fortes. Et donc déjà, vous voyez qu'en termes de différence, à la moyenne, ceux qui ont les émissions les plus faibles, donc c'est les 10% qu'on a pris, on est à 0,8 pour simplifier, 0,8 kg de CO2 en termes d'émissions, contre 1 kg. Et de l'autre côté, on est à 1,25. Donc déjà, ce qu'on peut se dire, c'est qu'il y a des marges de progrès dans les élevages. Et qu'il y a un potentiel à minima de 20%, si je regarde la moyenne au meilleur. Et puis surtout, il y en a qui ont des belles marges de progrès, parce que ça peut être une marge de progrès de plus de 50%. C'est le système herbe-maïs, c'est vrai pour tous les systèmes. Alors, ça c'est la partie globale. Pour le coup, alors oui, je passe un peu vite. Il y a juste une petite subtilité, c'est qu'en termes d'émissions, on s'améliore, mais on dégrade un tout petit peu le stockage carbone. Je vais vous l'expliquer après. Où là, on est à 0,12, 0,15 et 0,22 selon les classes. Je vais vous l'expliquer juste après. Parce qu'en fait, si on regarde à l'hectare, donc ça, c'est mon stockage carbone, la première ligne en équivalent CO2 par hectare de SFP. Et pour le coup, on est à 960 kg contre 1000 et 1100. Donc globalement, c'est assez comparable en termes ramenés à l'hectare, parce que tout à l'heure, c'est au litre de lait versus à l'hectare ici. Et donc en fait, on va le voir juste après, c'est que tout simplement, on produit un peu plus de lait à l'hectare, donc on dilue le stockage carbone dans un peu plus de lait. Et c'est pour ça que les systèmes les plus performants en termes d'émissions, en général, ils dégradent au litre de lait le stockage carbone, mais si on regarde à l'hectare, globalement, c'est quand même assez comparable. Donc ça, c'est pour sensibiliser aussi, c'est en fonction de l'unité qu'on utilise pour présenter nos résultats. Il faut toujours bien réfléchir à l'unité qu'on utilise et pour les conclusions qu'on veut apporter. Voilà, donc sinon, vous voyez qu'en termes de système, on est sur des choses très comparables, où on a 20% de maïs dans la SFP. Alors, les rendements sont un peu meilleurs pour ceux qui ont les émissions les plus faibles. En termes de jours au pâturage, c'est quand même kiff-kiff. Et puis, la part de prairie permanente est un tout petit peu plus faible ici, ce qui explique en fait la différence qu'on a de stockage carbone. Parce que la prairie permanente stocke plus qu'une prairie temporaire, parce qu'à un moment, la prairie temporaire, elle est retournée, il y a des cultures annuelles.
Et donc, on n'a pas le même niveau de stockage carbone dans les sols quand on a une rotation prairie temporaire culture. Voilà. Alors, maintenant, les émissions, quelles sont les pratiques qui expliquent les différences d'émissions? Eh bien, on a repéré alors il y a surtout 4 indicateurs, et j'ai quand même mis l'autonomie pour info. Mais en termes de performance technique, eh bien, le groupe le plus performant, donc toujours celui qui a les émissions les plus faibles, même système, hein, on est bien d'accord, vous l'avez vu juste avant, en termes de part de maïs, de temps de pâturage, etc. Le groupe le plus performant produit 7800 litres, le moins performant 6200. En termes de nombre de jeunisses, on est à 45%, donc c'est le nombre du GB jeunis sur le nombre du GB, sur le nombre de vaches. On est à 45% contre 50%. Donc ça veut dire qu'à même niveau de production, ou même nombre de vaches laitières, il y en a un qui élève plus de jeunisses que l'autre. Ensuite, globalement, les concentrés, on est à même niveau, mais un tout petit peu plus faible pour ce groupe le plus performant. Moins d'azote minéral, et puis une meilleure autonomie, on est à 80%. Donc globalement, pour réduire les émissions, avant tout, c'est l'efficience du système. On voit bien que le système le plus performant en termes d'émissions, à même système, globalement, il arrive à quand même produire plus de lait avec moins de concentré, moins d'azote. En plus, il est plus autonome parce qu'il consomme moins de concentré, de fait. Alors derrière, je vais en parler après des leviers. Et puis, il a moins de jeunisses, il élève moins de jeunisses. Donc c'est ça qui va expliquer à 70% les résultats en termes d'émissions. Voilà, ça peut paraître un peu basique, mais déjà de retenir que ces 4 indicateurs expliquent 70% de la variabilité des émissions dans un élevage, et déjà travailler sur l'efficience, ça nous permet, vous voyez le 20% que je vous annonçais, l'objectif qu'on peut se donner par l'efficience, on peut atteindre une réduction de 20% des émissions. Pour garder l'objectif qui est donné par les professionnels, on veut bien travailler sur les émissions, mais économiquement, il faut quand même qu'on y gagne. Et donc justement l'économique, là, c'est des résultats bretons avec 1000 exploitations où on avait à la fois la marge brute et l'empreinte carbone du lait. Donc pour le coup, à nouveau, on a fait 3 classes. La classe émissions, les meilleures en termes d'émissions, la moyenne et ceux qui ont les émissions les plus élevées. Et donc, vous voyez, la marge brute, il y a 30 € au millilitre de différence entre le groupe faible émission et le groupe forte émission. En termes de produits, c'est kiff-kiff. Et donc la différence, elle se fait sur les charges opérationnelles. Donc on optimise et on améliore, on réduit les charges opérationnelles. Donc il y a un intérêt économique à travailler sur la réduction des émissions. Et cet objectif de 20% peut se faire avec des gains économiques pour les éleveurs. Donc ce qui nous permet aussi d'embarquer avec nous les éleveurs parce que ça a un intérêt pour eux. Alors les leviers, il y en a toute une palette. Ça va, alors bien sûr, on va surtout cibler la fermentation térique. Alors vous comprenez tout de suite la production. Pourquoi on veut réduire le nombre de jeunisses et le nombre de vaches avec la production laitière et l'élevage des jeunisses. Donc on va avoir tout ce qui va permettre de réduire le nombre d'animaux, donc les animaux improductifs. Et donc on ne va pas vouloir réduire les émissions et le nombre de vaches à coût de concentré, parce que c'est un coût. Et puis derrière, je vais acheter des intrants, donc je vais dégrader ailleurs. Donc le but, c'est j'améliore la conduite de mon troupeau. Donc je rationne bien, je distribue, je stocke bien, j'améliore la qualité de mes fourrages. Ça me permet de produire plus de lait, d'acheter moins de concentré. Je ne suis pas à dire il nous faut des vaches à 10 000. C'est pas vrai. On a des exploitations qui ont des super résultats en termes d'émissions avec des vaches à 7 000, sauf qu'ils sont hyper optimisés. Donc voilà, ne retenez pas quand je dis il faut éliminer les animaux improductifs et l'augmentation de production permet de réduire les émissions. C'est parce que j'ai bien optimisé mon système, j'ai bien réfléchi à mon système et c'est ça qui permet de réduire les émissions. Donc il y a la partie troupeau, les jeunisses. Donc pour réduire le taux de renouvellement, il faut travailler avant tout sur le sanitaire pour faire vieillir les vaches et après je peux réduire le nombre de jeunisses. Il y a la jovelage également qui peut être travaillé. Ça permet de réduire le temps de présence de la jeunisse. Au lieu d'être improductive entre guillemets pendant 3 ans, un vélage à 2 ans permet de gagner une année d'improductivité. Et donc tout de suite, ça a un impact sur les émissions. Après, ces solutions, elles vont être valables dans une exploitation et pas valables dans une autre d'un point de vue économique. Et donc ça se réfléchit toujours à l'échelle de l'exploitation. Autre levier, alors on en parle beaucoup, c'est la méthanisation, couverture de fosses sur les déjections. Ensuite, on va parler azote, donc on va optimiser l'azote bien sûr, mettre des légumineuses pour acheter moins d'azote minéral. Et puis, alors remettre de l'herbe, le stockage carbone, ça aussi, ça c'est des plus grosses évolutions, c'est des évolutions de système. Donc ça se réfléchit encore plus sur le long terme. Mais réimplanter de la prairie
à place du maïs. Alors, c'est pas obligatoirement avec le changement climatique la meilleure solution aujourd'hui, mais je vous laisserai faire les conclusions. Et ça aussi, il faut intégrer dans la réflexion le changement climatique aujourd'hui. Mais voilà, l'herbe, l'avantage de l'herbe, je mets de la légumineuse, donc j'achète moins d'azote. En général, je vais acheter un petit peu moins de concentrés, et surtout des concentrés azotés. Je passerai plus de temps à l'extérieur, etc. Moins d'effluents à gérer, moins de carburant derrière, etc. Donc, voilà, le système herbager est assez positif de ce point de vue-là. Et puis, autre levier après, les concentrés, c'est lié à la ration, à l'équilibre, les achats de concentrés. Et puis pour finir, optimiser tout ce qui est consommation de carburant d'électricité. Donc là, c'est du classique, après refroidisseur, récupérateur de chaleur. Le parcellaire, des fois, si on peut améliorer le parcellaire pour éviter les kilomètres, le pâturage obligatoirement, etc. Le travail simplifié du sol sont des solutions pour réduire les consommations de carburant. Donc voilà, il y a une multitude de leviers. Le principe de base, c'est que la mise en œuvre, elle dépend du contexte de l'exploitation, de ses objectifs, et c'est lui qui va choisir ce qui est plus adapté à son système et efficace dans son système et qui répond à ses objectifs. Voilà, et donc globalement, pour conclure sur cette partie-là, quand on a vu les résultats tout à l'heure, de fait, globalement, le potentiel de réduction sur la partie troupeau se situe entre 10 et 15%, sur la partie alimentation concentrée entre 2 et 4%, tout ce qui est fertilisation, conduite des cultures, 3 à 4%, énergie, c'est un peu plus faible parce que là, ça pèse assez peu en fait dans nos émissions, mais de 1 à 2%. Et puis le stockage carbone, on a un potentiel qui est aussi entre 2 et 8%. Voilà. Alors, pour illustrer comment on travaille avec les éleveurs, donc on utilise l'outil Cap2ER qui permet d'évaluer l'impact environnemental d'une exploitation et on présente les résultats à l'échelle de l'exploitation mais aussi à l'échelle des ateliers pour connaître l'empreinte carbone des produits, le lait, la viande, etc. Alors on fait le diagnostic. Alors, comment que ça se passe, le diagnostic? On part de la compta en général. La base du travail, c'est la comptabilité. On utilise la PAC. Les déclarations, les effectifs animaux alors je vais parler Cinel, mais ici, c'est souvent pas Cinel. Qu'est-ce qu'on utilise comme autre document? Le cahier de fertilisation, que je n'oublie pas, lui. Et donc, ça nous permet en une demi-journée de réaliser le diagnostic de l'exploitation. Ensuite, on présente les résultats à l'agriculteur et surtout, après, on a des indicateurs techniques qui nous permettent de faire le lien entre les résultats et les pratiques. Et c'est sur la base de ces pratiques qu'on peut construire sur un plan d'action avec l'agriculteur. Donc au final, on va passer globalement une journée pour construire un plan d'action et faire le Cap2ER avec l'agriculteur. Alors là, c'est un exemple d'un système herbe-maïs, 75 hectares, spécialisé laitier. Donc en 3 ans, on est parti d'une situation initiale. Donc ça, c'est des écrans de Cap2ER. Donc vous voyez, on représente les résultats par poste d'émission avec une comparaison à une référence, ce qui permet tout de suite de voir les postes où il y a potentiellement le plus d'amélioration possible. Donc là, on voyait par exemple sur le méthane entérique, l'agriculteur était un peu plus élevé. Par contre, il était en termes de consommation d'intrants beaucoup plus faible que la moyenne d'un système de référence équivalent. Et on avait aussi le coût alimentaire où on était à 103 € au 1000 litres. Et donc au bout de 3 ans, on voit qu'on a beaucoup baissé les émissions. Le reste est à peu près resté stable. Et on est descendu en termes d'émissions à 0,87 kg de CO2 par litre de lait. Donc en 3 ans, il y a eu une belle baisse. Et ça s'est accompagné par un coût alimentaire qui a baissé aussi. Alors cet agriculteur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement, sur le papier, c'est facile, à mettre en œuvre, c'est plus compliqué. Travailler sur ses génisses, il a réduit l'âge au premier vélage et mis en place du sexage croisé pour mieux valoriser les petits veaux. Ensuite, il a retravaillé complètement sa ration en achetant collectivement une distributrice automotrice, donc une meilleure qualité de ration, et il a implanté des légumineuses dans ses prairies. Donc derrière, ces indicateurs techniques, donc ça, c'est d'autres éléments qu'on a dans Cap2ER. Et vous voyez qu'en termes de production laitière, il est passé de 6002 à 7002, donc il a gagné 1000 litres avec ses vaches. Donc il a super bien optimisé son système. Le taux de renouvellement, on est passé de 36 à 26. L'âge au vélage, alors c'est un objectif au démarrage, mais pour le coup, l'éleveur, il a dit non, moi je vais m'arrêter à 30 mois. Donc il a dit 32 à 30 mois. Donc il y a quand même une baisse des effectifs jeunisses liés à l'âge au premier vélage.
concentré, on est plus sur une petite augmentation, mais ça reste quand même des niveaux très très faibles. Et en azote, il a baissé les kilos d'azote minéral et il a mieux réparti l'azote organique sur ses surfaces. Donc tout ça, ça explique sa baisse des émissions. Et vous imaginez tout de suite que d'un point de vue économique, il s'y est retrouvé, on l'a vu tout à l'heure, avec la baisse du coût alimentaire. Et enfin, on parle beaucoup de carbone, mais il ne faut pas oublier qu'on fait une évaluation globale. Donc, il n'y a pas que le carbone en termes d'impact. On a aussi tout ce qui est perte d'azote vers l'air, vers l'eau. Alors, vers l'eau, on connaît, c'est la directive nitrate. Vers l'air, c'est l'ammoniac. Ça aussi, on va être soumis à des obligations très très vite. Et puis, il y a la consommation d'énergie. Et de l'autre côté, on a quand même les contributions positives. Et en général, quand on présente les résultats à un agriculteur, on commence par là. Globalement, on calcule le nombre de personnes nourries par exploitation, parce que c'est la première chose, le but de l'agriculture, c'est quand même de nourrir. Donc on le rappelle, et donc on a un indicateur lié à ce nombre de personnes nourries. On regarde le stockage carbone, la biodiversité, et puis s'il y a production d'énergie sur l'exploitation aussi. Donc vous voyez, oui, on a un impact, mais on produit de la nourriture, de l'énergie, et ça, il faut toujours le rappeler, parce que nous aussi, on produit quelque chose, mais aussi on a un impact, donc il faut bien avoir les deux en parallèle quand on parle d'évaluation environnementale. Et vous voyez, mon agriculteur, là, en 3 ans, donc il a réduit ses émissions, à l'échelle de l'exploitation, on était à moins 4%, il a augmenté son stockage carbone, il nourrit plus de personnes, et il a amélioré sa consommation d'énergie sans dégrader les pertes vers l'eau et vers l'air. Donc quand on travaille sur un plan d'action, progressivement, il va falloir aussi qu'on ait cette approche globale parce que c'est extrêmement important pour se projeter vers l'avenir. Donc pour conclure, oui, on a des marges de progrès. Il y a une convergence entre environnement et économie, et donc qu'on peut atteindre des réductions de 20%. La suite, on verra. Probablement que ça aura un coût, mais au moins les premières réductions, les 20% de réduction, les premiers 20% de réduction sont possibles par l'optimisation et donc en lien avec l'économie. Le levier carbone, en général, va améliorer les autres impacts environnementaux. Et enfin, il faut avoir une approche globale, exploitation, parce qu'il peut y avoir d'autres ateliers. Et il ne suffit pas aussi de transférer les impacts d'un atelier à l'autre. Et puis, voilà, c'est une réflexion stratégique à l'échelle d'exploitation, surtout si on fait évoluer les systèmes. Merci Catherine. Je reprends juste la parole pour terminer. Donc sur la base de ce que vient de présenter Catherine, finalement, la démarche ferme laitière bas carbone, elle repose sur 4 grandes étapes. La première qui est de sensibiliser, c'est-à-dire communiquer et échanger autour des problématiques du changement climatique au sein de la filière, et c'est concrètement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. La deuxième étape, c'est de pouvoir mesurer dans chaque exploitation les émissions de gaz à effet de serre qui sont faites au niveau des élevages laitiers et de pouvoir proposer ensuite, adapter un plan personnalisé adapté pour amener à réduire ces émissions. Et bien sûr, la dernière étape qui est de valoriser en communiquant, les efforts qui sont faits par les éleveurs en communiquant vers les consommateurs et les citoyens, et que ça peut aussi se faire via les crédits carbone. Donc, en termes de déploiement, il est aujourd'hui possible de faire des diagnostics carbone sur toute la France grâce à des multipartenaires et notamment les CRIEL en région qui montent des partenariats avec, par exemple, les conseils régionaux et les laiteries qui impliquent aussi cette démarche dans leur stratégie. Donc, en termes de bilan, on est aujourd'hui à plus de 4600 éleveurs engagés qui se répartissent comme ceci sur la carte et avec plus de 1200 conseillers formés à l'outil de diagnostic Cap2R que vient de présenter Catherine. Et donc finalement, cette démarche ferme laitière bas carbone, elle s'intègre parfaitement dans la démarche de responsabilité sociétale de la filière laitière France Terre de Lait. Donc qui repose sur 4 axes de performance. Une performance alimentaire, un axe de performance économico-sociale, un axe de performance sanitaire et un dernier axe qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui qui est de performance de production responsable. Et qui est basé sur 2 objectifs, à la fois évaluer le bien-être animal et aussi, ce dont on vient de parler aujourd'hui, d'améliorer le bilan carbone de la filière laitière. Et ça s'est traduit d'ailleurs par des engagements chiffrés de la part de la filière d'une baisse de 17% de l'empreinte carbone du lait sorti d'usine. Donc ça veut bien dire que des mesures sont prises à la fois au niveau de l'élevage, et c'est ce dont on vient de parler, et ça a d'ailleurs donné lieu à une signature de tous les partenaires de la feuille de route climatique de la filière laitière, mais aussi des efforts au niveau de la transformation, où
les transformateurs laitiers se sont engagés à réduire aussi leur empreinte carbone via le développement de l'éco-packaging ou alors de mise en place de process de transformation moins impactants. Et donc pour conclure, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à consulter les différents sites internet qui sont mentionnés ici, et notamment le site de Fermetière Bas Carbone sur lequel vous pouvez vous inscrire à la newsletter, et le site internet Cap2ER. Et vous pouvez aussi trouver des plaquettes juste à l'entrée si vous voulez. Et on a le temps maintenant pour quelques questions, je pense. Donc, merci pour votre attention. Merci. Juste, je voudrais compléter. Cap2R est une méthode aujourd'hui qui est validée par le ministère de l'Agriculture, qui a été la première, il me semble. D'autres sont validées aujourd'hui rien que pour l'exploitation laitière. Catherine a souligné tout à l'heure que oui, je lui ai expliqué mon exploitation à 1000 mètres d'altitude. Depuis 2 ans, j'ai repris à faire du maïs. Là, on a beaucoup parlé de carbone, mais il y a quand même le réchauffement climatique. Et au niveau de la montagne, de 1000 mètres d'altitude, on avait la pluie, on avait de la pluviométrie, mais la chaleur, l'herbe ne poussait plus, donc il a fallu qu'on s'adapte. Mais ça a été bénéfique parce que j'étais pas autonome en énergie et le maïs me l'a permis. Mais le réchauffement climatique, il a fallu qu'on s'adapte parce que vraiment il y avait 3-4 mois de pâture qu'on ne pouvait plus pratiquer. Alors ça n'a pas été vrai en 2021, mais 2019 et 2020 ça a été vrai et il a fallu qu'on adapte nos cheptels. Dans ce qui a été présenté, c'était un dossier, vous avez vu, il a une dizaine d'années, quand même assez long, et nos producteurs avaient du mal. Et on a poussé des démarches, notamment en Aura, avec des financements pour financer les Cap2R de la région et de l'interprofession. Et les éleveurs, aujourd'hui, nous disent clairement merci. Et des leviers qu'ils ont vus, c'est la baisse de cheptel, notamment le renouvellement des génisses qui a baissé. On a fait vieillir les vaches. Et ça, les éleveurs ont vraiment vu le gain économique qu'ils ont gagné, indirectement. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'ils nous ont souvent souligné. S'il y avait des questions, ouais. C'était plutôt par rapport, comment votre ressenti par rapport quand vous présentez votre projet aux éleveurs qui sont pas forcément renseignés sur ça, ou alors c'est pas leur priorité. Est-ce que vous sentez quand même que ça avance et que cette conscience ça gagne du terrain, ou alors c'est plutôt stagnant et il y a encore pas mal d'efforts et de présentation à faire? Les éleveurs, on l'a souligné, alors on a présenté les dossiers, on a un organigramme, on a beaucoup d'OPA, voilà, on a fait ça. Et moi, je trouve que ça a très bien parti aujourd'hui. Aujourd'hui, des conseillers sont formés, on est obligé d'en former plus pour que ce soit, on manque de monde, mais les éleveurs ont vraiment pris conscience de ça. Quand c'est bien expliqué, quand les choses sont bien présentées, les éleveurs, ils vont dedans aujourd'hui. Voilà, moi, je trouve que ça fonctionne très bien, très bien. Et il y aura des marges de progrès, on va continuer, il n'y a pas de souci. En fait, les éleveurs s'engagent par l'intermédiaire des OP, par l'intermédiaire des laiteries. Enfin, qu'est-ce qui est le déclencheur en fait au niveau des éleveurs pour rentrer dans une démarche Cap2ER, sans parler des crédits carbone, mais Cap2ER Quelle est la démarche? Alors, je vais le présenter comme ça. On a certains responsables. Alors, on a des organigrammes national, régional et départemental. On a pris conscience de ce dossier-là. Et après, on fait de la communication dans une réunion. Vous avez un ordre du jour. On plaçait bas carbone il y a 5-6 ans. On le plaçait. Et puis après, j'ai dit, il faut qu'on crée des groupes. On a créé des groupes, j'appelle ça des groupes tests. Aujourd'hui, les éleveurs sont partis, ont expliqué leur pratique. Quand vous avez un concret d'une exploitation, parce que Catherine l'a bien souligné, on est vraiment à l'exploitation. C'est pas quelque chose qu'on va généraliser. C'est à l'exploitation. Et il y a eu de la communication de fait. Et certains disent, mais il faut qu'on y aille, il faut qu'on y aille. Et voilà, les choses ont pris comme ça. C'est de la communication, communication positive. Je le présente comme ça dans ma casquette. L'environnement, on le voit souvent négatif. Ça c'est un environnement positif. S'il y a un plus à la fin, l'éleveur est content. Et il y a le plus direct, mais il y a vraiment le plus indirect, où là vraiment ils ont vu. Et avec le réchauffement climatique, les éleveurs se sont posés quand même beaucoup de questions, veulent changer. Et je pense que voilà, il y a un ensemble qui a fait qu'on a vécu 4 sécheresses quand même de suite. Et les éleveurs ont besoin de changer et s'adaptent et y arrivent. Et c'est ce qui appelle le déclenchement aussi. Voilà. J'avais une autre question. Alors, moi, je travaille plus sur la partie méthane, méthane entérique.
Et en fait, toutes les stats que vous avez effectivement de Cap de Verre sont très intéressantes au niveau CO2 de façon générale, mais est-ce que vous avez travaillé ou en tout cas une idée de l'impact du système sur tout ce qui est production de méthane entérique? Parce que là, c'était effectivement, vous avez montré plutôt des impacts sur le bilan global de l'exploitation, mais est-ce que vous avez en tout cas cette idée voilà, du différent système et de l'impact sur le méthane entérique? Ouais. Alors en fait, les émissions de méthane entérique, elles sont liées à l'ingestion. Donc plus j'augmente ma production laitière par vache, plus je vais mettre du méthane, pour faire très très simple. Donc de fait, si je ramène les émissions de méthane à la vache, je vais mettre moins dans un système herbagé où la production laitière par vache est un peu plus faible qu'une exploitation avec des vaches à 10 000. Mais ramener au litre de lait, on le dilue un peu plus parce que le besoin de base, je vais dire entre guillemets, il est à peu près le même entre la vache à 6 000 et 10 000. C'est comme ça en fait qu'on gagne de fait en augmentant la production laitière. Donc voilà, globalement, les émissions de méthane, allez, à 85-90% des émissions, elles sont liées à l'ingestion. Après, ce qui peut faire varier un tout petit peu, c'est la digestibilité, mais franchement, ce qu'il faut retenir, c'est l'ingestion. Donc voilà, un système, les systèmes herbagés, on émet moins à la vache qu'un système avec des vaches à 10 000, où on va émettre un peu plus par vache. Alors après, ce qui peut jouer, c'est les ajouts de lipides dans la ration. Donc ça, l'outil va y devenir sensible pour la vache laitière au mois d'octobre. Donc c'est là, d'ici le fin du mois. Et puis la grosse question qui se pose, donc le 3-NOP, j'imagine peut-être que vous avez ça en tête. Donc c'est un additif alimentaire qui est très efficace pour réduire les émissions de méthane entérique. Globalement, le potentiel est une réduction de 30%. Donc qui va être homologué probablement d'ici la fin de l'année. Donc en Europe, parce qu'il fallait, comme c'est un additif, il faut que ce soit homologué par l'Union européenne. Et maintenant, d'un point de vue technique, nous, c'est clair. Il y a eu suffisamment de publications scientifiques en termes de sécurité de résidus dans le lait, etc. Il y a tous les éléments pour dire pas de souci. Maintenant, c'est à la filière de décider. Est-ce qu'on met des additifs dans l'alimentation de nos vaches? Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est que ça va avoir un coût. Je vous disais que les 20%, c'est de l'optimisation. C'est vrai que les derniers pourcentages, il va falloir aller les chercher. Et ceux-là, probablement, qui vont avoir un coût pour les agriculteurs. Donc, comment on fait pour financer cette transition agroécologique? Parce que pour finir, l'optimisation, voilà, l'éleveur s'y retrouve. Il y a un pas à faire, donc on a besoin de financement, même quand il y a optimisation, parce qu'il y a un moment, il y a un investissement initial à faire qui peut permettre de dire aux producteurs, ok, j'y vais. Puis il y a une prise de risque à un moment, dans certains leviers quand même. Donc un financement, ne serait-ce que pour l'optimisation, est importante. Mais voilà, sur les leviers méthanisation, etc., c'est des projets plus lourds qui vont demander du financement. Et donc, voilà comment on fait. Et les additifs, voilà, maintenant, c'est à la filière de décider. Est-ce qu'on prend le risque, entre guillemets, de mettre des additifs dans l'alimentation de nos vaches? Est-ce que le consommateur va accepter? C'est ces questions-là qui vont rester. Mais ce sera très efficace pour réduire le méthane entérique, ça c'est clair. Du coup, moi, je suis complètement en phase avec ce que vous dites sur tout ce qui est levier plus naturel pour atteindre les premiers pourcents de réduction. Mais par contre, j'ai quand même une question par rapport à ces additifs. Alors là, je me tourne plutôt vers la filière. Où du coup, qu'est-ce que vous avez vous en tête? Vous avez, je sais pas si vous en avez déjà discuté au niveau de votre avis sur l'intégration d'additifs dans les rations. Vous n'en avez pas discuté en tout cas pour le moment. Je ne peux pas vous faire de réponse, je poserai la question. On y travaillera, mais aujourd'hui, non. On n'y a pas travaillé du tout. Il fallait attendre l'homologation, en fait. Oui, déjà. Il n'y a pas de produit, en fait, hormis les lipides et la solution... hormis la solution lipide là qui est dans les équations de l'INRA, et puis il y a les équations de Valorex avec le Blanquer, pardon, qui sont homologuées, mais le reste, voilà, on est obligé d'attendre. Donc la filière ne peut pas discuter d'un tant qu'il n'y a rien de concret, en tout cas. Complètement, ouais. Mais ça arrive d'ici la fin de l'année, a priori. D'accord, ok. Je pense que si on n'a pas d'autres questions, on peut s'arrêter là. Mais merci encore en tout cas.